Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 6, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ligne pour ce 6e podcast de cette seconde saison. Alors j'en profite pour vous remercier tous pour votre fidélité et on espère continuer longtemps à vous proposer des sujets d'actu, toujours plus pertinents en 2023, ou en tout cas on l'espère un peu plus pertinents encore qu'en 2022. Je suis toujours Benoît Duranel, le gérant de l'agence Janvier, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans les infos à la com 2 membres de l'association CPM, un acronyme qui cache le joli nom des communicants publics Méditerranée, dont 2 de ses membres sont nos invités, Gaël Beauchesne, bonjour Gaël. Bonjour. Et Vincent Nolot, salut Vincent. Bonjour. Alors Gaël est aujourd'hui la présidente de l'association et Vincent un de ses fondateurs. Vous allez pouvoir nous faire découvrir votre réseau, nous en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Mais je vous indique juste avant que nous traiterons aussi en fin d'émission, peut-être en fonction du timing, 2 sujets d'actualité. Le premier concerne les réseaux sociaux les plus populaires ou en tout cas les plus performants en 2023, tels qu'on les imagine aujourd'hui. Et le second, c'est l'abandon récent des NFT par Meta sur Instagram. Donc c'est peut-être un sujet un petit peu plus technique qu'on évoquera aussi. Tous les infos seront en bio du podcast. Alors voilà, tout est dit. On va pouvoir commencer. Et donc honneur aux dames. Gaël Beauchesne, pouvez-vous nous présenter déjà qui vous êtes et quelle est votre association, un des communicants publics Méditerranée? Alors, qui je suis? Je suis une communicante de longue date, avec un passage dans le secteur associatif, privé et aujourd'hui en collectivité territoriale. Un nouveau monde que j'ai découvert en arrivant dans la région avec ses spécificités très particulières et c'est tout l'intérêt de l'association CPM, donc Communicants Publics Méditerranée, c'est de s'adresser à ces professionnels des collectivités territoriales, hospitalières, d'État, qui ont des problématiques très spécifiques au secteur public. Et vous, Gaël, vous êtes où alors? Dans quelle institution locale? Alors actuellement, je suis passée par le département du Gard. Ensuite, par Hérault Culture, qui est une émanation du département de l'Hérault. Je suis passée également par une société d'aménagement urbain en région parisienne et actuellement à l'Institut Agro à Montpellier et également consultante, accessoirement. Et arrivé ici quand? Parce que je vous entendais dire tout à l'heure que vous étiez de Paris, en tout cas vous êtes arrivé en région il y a longtemps ou Alors je suis arrivée en 2009. Ah oui, ça date. Ça date un petit peu, ouais. Suffisamment pour connaître les spécificités du marché, entre guillemets, de la communication publique en région. Ok. Et Vincent Nolot, vous êtes de votre côté du cru, si on peut dire? Ou presque? Tout dépend ce qu'on entend par cru. Hein. Il y a des bons crus, c'est un très bon cru. Un bon cru, voilà, oui. 51 depuis peu. Donc oui, c'est un très bon cru, quelques degrés. Non, en fait, je suis originaire à la base de la région parisienne. Enfin, je suis né à Paris, mais par contre, j'habite depuis fort longtemps dans le sud de la France maintenant, puisque depuis les années 86. Et pur produit de la fac montpelliéraine, Infocom, pour ne pas les citer, entre autres. Et depuis 2000, tombé dans la communication publique, un petit peu par hasard, pour rien vous cacher, puisque j'ai fait 20 ans en tant que directeur de la com de Castelnau-le-Lez. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai la responsabilité d'un pôle qui comprend la communication, la culture, les festivités, les animations, dans la petite commune d'à côté. Moi, je ne suis pas adepte des grands bonds, donc au Cress. Voilà. Ça doit faire pas mal de boulot, j'imagine. Oui, ça se voit. Bon, tout est en podcast, c'est parfait parce qu'on ne voit pas nos cernes et nos têtes, hein, c'est ça. Oui, non, en effet, c'est assez. C'est totalement différent d'une mission pure et dure com, puisque là, ça amène à un spectre un peu plus large. Mais la com reste quand même, j'allais dire, mes premiers amours. Hein, donc, bien entendu, on l'entretient et avec force. Et donc, quand il y a besoin de se ressourcer, de faire un petit peu autre chose, quand on a beaucoup de travail,
il y a peut-être les communicants publics Méditerranée qui vous permettent de sortir. Enfin, vous allez nous expliquer un petit peu tous les deux, en tant que fondateur, en tant que présidente, comment vous animez ce réseau et qui en est membre, qui peut en devenir membre. On peut commencer par ça, justement, qui peut en être membre, puisque tu parlais, on parlait des spécificités de la com, elles sont différentes selon la taille de l'établissement. Il y a des toutes petites structures, il y a des très grosses structures, ils n'ont pas les mêmes budgets, il n'y a pas les mêmes équipes. Malgré tout, ils peuvent quand même partager des bonnes pratiques. Et donc, ça fait partie également de notre ADN, de pouvoir échanger entre pairs et bien sûr créer du lien. C'est ça, tout à fait. Et c'était vraiment l'objectif premier, puisque l'association existe depuis 2006. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Mais, j'allais dire, alors l'association, la structure, on va dire, associative, est plus pour pouvoir exister administrativement et éventuellement pouvoir faire d'autres projets qui nécessitent des agréments ou ce genre de choses. Sinon, c'est plus un réseau. Donc le côté formel, il n'y a pas de locaux. Les locaux sont virtuels parce qu'on a un site internet. Et une page Facebook. Et une page Facebook. Donc mais pas plus, quelque part aussi, puisque là aussi on repose sur 6000% de bénévolat. C'est-à-dire que, comme tu le disais très justement, c'est à un moment donné, il faut faire ça en plus du reste et en plus de nos métiers. Donc c'est bien souvent, donc l'idée de départ c'était ça, c'était de se dire, on a des problématiques dans les collectivités, au niveau de l'État et de l'hospitalier, donc dans la communication publique, qui ne sont pas celles du privé, parce que déjà, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes à un moment donné. On lit peut-être plus com et marketing, encore que maintenant on parle de marketing territorial, mais en tout cas à l'époque c'était très flagrant, com et marketing dans le privé, beaucoup moins où on a une notion de service, d'usager, d'administré, de public et non pas de cible, des petites choses qui font des différences. Donc on souhaitait pouvoir se réunir ensemble, parce qu'on ne trouvait pas forcément non plus dans les autres structures une oreille, on va dire, attentive, et qu'on souhaitait pouvoir réfléchir ensemble pour après le mettre en commun avec ceux qui le souhaitaient. Donc on s'est créé, bon an mal an, sans dévoiler, il n'y a rien de secret. On va dire qu'il y a 30 adhérents qui font partie fidèlement du réseau, et que le réseau, grosso modo, c'est 60 à 80 personnes qu'on peut solliciter ou qui, à un moment donné, sont passées, entre guillemets, entre nos mains. Et donc, communicant public Méditerranée, c'est, alors j'imagine, l'Hérault, le Gard, d'autres départements, ou vous êtes quand même principalement sur Montpellier ? Pour l'instant, quand même, plutôt Hérault et Gard, jusque... Bon, alors, l'Hérault, c'est grand, quand même. Mais je parlais d'ADN tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, en tout cas pour nous, parce que ce qui est très important, c'est ce lien. Et ce lien, il se fait surtout par la rencontre. Et nos adhérents, ils sont très attachés. Si on est éparpillés, effectivement. Voilà. Nos adhérents, ils sont vraiment très attachés, si bien que pendant la période de Covid, nous, tout ce qui était apéro Zoom, etc., enfin, c'était pas du tout notre truc. On a vraiment rien fait de tel. Et tout le monde était vraiment très heureux de se retrouver. Et ça, c'est vraiment très important. Et un réseau, il est aussi efficace parce que les gens se connaissent. Puis on va dire Cocorico, c'est la plus belle partie de la Méditerranée, hein. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas là. Mais... Alors non, je ne dirais pas ces choses-là. J'ai toujours espoir que d'autres viennent nous rejoindre. Donc si on commence à dire qu'ils ne sont pas beaux, non, ça ne va pas le faire. Non, après la difficulté, voilà, c'est qu'on n'est pas structuré comme peuvent être un club de la presse ou autre, avec des permanents, avec des locaux, avec des moyens qui ne sont pas les nôtres. L'objectif n'est pas non plus le même. Voilà, pas du tout. Donc du coup, s'agrandir et aller... on avait eu des demandes d'adhésion qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée, parce que le côté méditerranéen, de nous-mêmes, on leur a dit, on peut rester en contact, mais difficile de vous faire adhérer, faire venir ou participer à ce qu'on organise, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un facteur géographique qui est quand même important. Si on dit on fait un apéro à Toulouse la semaine prochaine, je ne suis pas persuadé qu'on arrivera à mobiliser forcément les Montpelliérains et alentours. Et voilà, après, en effet, tout repose sur, pour beaucoup, il y a un côté très professionnel, beaucoup de réseaux, et j'allais dire presque à un moment donné, pour certains, c'est de l'amitié qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'on se connaît depuis des années. Et là aussi, pour parler d'ADN, parce que tu as employé le terme, on commence toujours par un moment convivial, ou on clôture par un moment convivial. L'idée, c'est en effet de se retrouver, de pouvoir à un moment donné peut-être sortir de cette journée un peu dure, où on va un peu débriefer de choses, il m'est arrivé ça, ou parler peut-être de je connais telle agence, tu devrais te méfier, ou au contraire, ils sont très bien. Donc voilà, c'est ces petits tuyaux, ces petites choses, hein, voilà. Le message est passé. Non, je blague. Mais du coup, ça démarre toujours sur cette forme de convivialité.
Et après, fonction du thème, fonction de l'intervenant, fonction de la personne un peu témoin qu'on souhaite faire venir. On a fait venir Franco Fino, qui est un des spécialistes des réseaux sociaux, de l'Observatoire des réseaux sociaux, donc plutôt du monde public, qui était venu au Dôme, je crois, boulevard Gambetta. Et là, voilà, c'est des moments où même l'intervenant, finalement, est inclus dans notre réseau, il boit des coups avec nous et il échange. Et je trouve que c'est plus agréable, on va dire, et ça circule facilement. Et quand la parole circule, c'est très bien. Donc, pour reparler de tout ça, tu me fais rire. Vous ne voyez pas évidemment ce qui se passe non plus à l'intérieur. Je crois qu'on va filmer bientôt les podcasts. Alors, je voulais rebondir sur ce que tu disais en fait. Donc, partie de réseau où on est là pour discuter ou simplement se retrouver, parler un petit peu peut-être de la solitude qu'on peut avoir en tant que communicant, fût-ce dans une collectivité importante, mais les services sont rarement pléthoriques comme ils peuvent l'être dans une ou deux communautés de la région. Donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi une partie de formation, ce que tu disais, où vous invitez des professionnels. Des ateliers. On va appeler ça plutôt des ateliers, des interventions. On n'est pas organisme de formation. C'est ça, on n'a pas... Oui, je voulais dire, voilà, on ne peut pas former parce qu'on n'est pas labellisé ou agréé, on n'a pas d'agrément qui permettrait de faire ça. Mais c'est de la formation... Dans la fonction publique, on parle beaucoup de formation continue tout au long de notre carrière. Un agent public doit se former, a une obligation même pour la progression de sa carrière. Donc quelque part, on emprunte aussi ce système-là et on le fait, mais sous une forme plus... Oui. Enfin, il y a ces ateliers thématiques et il y a la partie échange de bonnes pratiques. Donc ça peut être une parole descendante, mais il y a toujours une partie débat. Donc récemment, on a eu un atelier justement sur les marchés publics avec la problématique de la rémunération des agences. Ça peut être intéressant aussi. C'est vrai qu'on a peu d'informations, nous, finalement. Qui est un point quand même assez crucial, surtout dans le contexte économique actuel. Et d'ailleurs, on fait partie d'un groupe de travail avec le ministère de l'économie et des finances et des représentants des agences et des annonceurs publics sur une charte de bonnes pratiques dans le domaine des marchés publics et la problématique de la rémunération dans le cadre des appels d'offres en fait partie. Voilà. Donc je m'égare. Donc il y a ces ateliers pratiques toujours et également sur des sujets pointus. Comme celui qu'on va aborder ce soir en atelier. Voilà. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais peut-être une question pour toi, Vincent, ou pour vous, Gaël. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'est une très bonne question. Je m'en souviens. Tout le monde s'égare. Par rapport à ces ateliers notamment, j'imagine que c'est un des points forts, mais comment vous pitcheriez ou comment vous vendriez l'association à un jeune communicant public qui vient de rentrer dans son institution, soit qu'il arrive d'ailleurs, soit qu'il est déjà un petit peu sur place, mais qui a envie de forcer son réseau, ou en tout cas de travailler son réseau. Qu'est-ce que vous lui diriez pour rejoindre l'association ? Une approche transversale sur les 3 fonctions publiques, du professionnalisme, mais toujours dans une bonne humeur et la volonté justement de maintenir ceci, donc une forme de réseau, donc pas quelque chose de très contraignant en soi. C'est peut-être même l'inverse, des fois il faut arriver à les faire venir et venir les chercher, mais en tout cas ça fait partie aussi de cette liberté qu'on a de venir ou pas. Et puis, je pense qu'aussi ça fonctionne sous la forme des rencontres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu évoquais tout à l'heure la solitude du communicant, sans en faire on va pas jouer les violons non plus, mais c'est vrai qu'en fonction de la structure, on peut en effet avoir une personne en situation de communication, mais seule au sein de son service, et les relations c'est purement quelques autres services, élus ou prestataires. Donc là ça permet à un moment donné de se dire est-ce que ma pratique est bonne ? Est-ce que finalement je vais dans le bon sens ? Est-ce qu'un collègue n'a pas justement la même problématique que moi ? Et on s'aperçoit que bien souvent on n'invente rien, on a tous les mêmes problématiques, mais peut-être pas les mêmes formes de réponse. Et en croisant tout ça, ça permet justement d'apporter une autre forme. Nous, on devient des anciens maintenant, l'âge nous rattrapant et l'expérience faisant, mais au contraire, je pense qu'un jeune a beaucoup à apprendre dans le bon sens du terme, je veux dire, c'est pas un côté professoral, mais à apprendre à nos côtés, oui, tout à fait. Alors, ça se rapproche de la seconde question que je voulais vous poser. En fait, comment vous communiquez en fait sur cette association ? Peu, beaucoup ? C'est une communication qui est réfléchie ou finalement elle reste très sommaire parce que l'objectif c'est pas de communiquer comme tout cordonnier, vraiment, on est mal chaussé, donc on évidemment. Alors je blague, mais...
On communique de manière directe auprès de nos adhérents et également d'un fichier voilà, de personnes que l'on a identifiées. Le bouche à oreille marche bien aussi. Parce que voilà, les professionnels se sentent bien chez nous et ont envie également de partager cela avec d'autres. Et on communique également beaucoup via notre page Facebook également. Notre site internet, bon, puis après des tentatives, mais toujours avec le fait que la structure ne nous permet pas non plus d'être hyper offensif. Donc du coup, c'est vrai, beaucoup sur ce réseau qu'on travaille, ces habitudes, ces liens, ces amitiés croisées, ces choses qui se mettent en place. C'est presque plus de la com interne finalement envers les adhérents qu'une réelle création de lead ou d'autres choses. Il n'y a pas de com externe, non. Très peu. Enfin, on a des partenaires aussi, partenaires, oui, on a des bonnes relations avec d'autres associations. On a des relations avec le club de la com là aussi. Le club de la com, tout à fait. Depuis quelques temps cherche absolument. un petit peu à s'implanter dans le milieu montpelliérain. Donc ils sont venus nous voir très. Oui, c'est l'association toulousaine, c'est ça. Voilà, tout à voilà. fait. On est membre du réseau Capcom, donc ça il faut un petit peu réactiver puisqu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de la direction de Capcom récemment. Donc Capcom est quand même en matière de com public le leader, j'allais dire, mais on a participé à l'accueil de Capcom à Montpellier il y a quelques années, où on a présenté l'association, on a animé des ateliers, on a fourni un petit peu de main-d'œuvre sur les ateliers et les thématiques qu'ils pouvaient avoir. Je crois qu'il y a bientôt une autre réunion qui est organisée, puisqu'ils font aussi une tournée un peu régionale de présentation des résultats de la com publique. On sera présent, on est partenaire, on travaille avec Paul Valéry, le département Infocom, soit parce que certains y sont passés, soit parce qu'on a des contacts. Donc on participe. Ce sont des relais de communication également ? Complètement. Voilà. Et je voulais revenir sur la question sur les jeunes. On est composé de profils très différents. Certains clubs ont eu un positionnement très élitiste avec uniquement des DIRCOM, par exemple. Nous, ça va me dit quelque chose, le club des DIRCOM. Il n'y avait pas un club des DIRCOM à une époque ? Le club des DIRCOM, voilà. Mais bon, je ne veux pas taper dessus, mais voilà, notre positionnement fait que nous accueillons aussi bien des DIRCOM, petites et grandes structures, des chargés de com, des webmasters, voilà, les profils sont très diversifiés. Voilà. Toute personne travaillant dans la communication publique. Voilà, donc ça veut dire que déjà, entre nous, il y a un partage également d'informations de bonnes pratiques à des niveaux très, très différents. Et pour un jeune qui va arriver, voilà, ça va être intéressant pour lui de partager ses bonnes pratiques professionnelles. Et également du fait de cette proximité de notre taille humaine, il va créer plus facilement également du lien et du réseau que dans des grosses associations où on arrive, on connaît personne, on ne sait pas à qui parler. On va aller du côté petit four pour s'occuper ou assister à l'atelier de la conférence. Et c'est un peu comme à la salle de sport, hein. On vient pour pratiquer, et puis après on s'en va, mais on a discuté avec personne. Voilà. Ok. Et quelles sont vos actualités alors en ce moment à vous, communicants publics ? Je parle de l'association, parce que j'imagine sinon dans vos métiers, ça doit être pléthorique. Mais quelles sont les actualités de l'asso ? Alors je crois qu'il y en a une aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément vers celle-ci que je voulais attirer votre attention. De manière globale, quelles sont les actualités des prochaines semaines ou des prochains mois ? Alors en termes d'actualité, bon évidemment on a cet atelier, on a l'actualité également, j'en parlais tout à l'heure, la finalisation du guide, voilà des bonnes pratiques en termes de marché public. On n'est pas du tout leader là-dessus, on est juste participant, mais voilà, juste pour dire que ça se termine. Donc on aura également de la communication à faire, voilà, avec les différents partenaires impliqués au niveau régional. Voilà, ensuite. C'est un petit peu au fil... Mardi prochain, on participe au fameux retour de Capcom, même si c'est Capcom qui pilote avec la ville de Montpellier. On sera représenté. Alors, c'est pas en lien avec ce travail-là. Non, pas sur les marchés publics. Ah oui, voilà. Oui, non, bien sûr. Non, c'est le retour d'une enquête sur le métier de communicant public. Voilà, comme ils font régulièrement. Tout à fait, et on a des liens aussi avec l'ORCO. On parlait de Paul Valéry. Paul Valéry organise toujours une journée étudiante, donc l'ORCO, l'Observatoire régional des communications, je crois. Et depuis très longtemps, on y participe par la présence de nos membres et parfois par l'animation d'ateliers. Voilà. Donc là, pour l'instant, moi j'attends quelques contacts. On va forcément participer physiquement, être là, participer au débat s'il y a débat, etc. Je crois qu'on a répondu pour la plupart aux différentes enquêtes qui ont été proposées.
Je ne sais pas s'il y a des intervenants, mais ouais, on essaye de toute façon de rythmer. Après, On va être aussi fonction de l'actualité, des rencontres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de réactivité et de souplesse là-dessus. Voilà, un sujet intéressant. Si l'intervenant est OK pour animer, participer, voilà, on mobilise rapidement nos adhérents et nos contacts. Et en 2 semaines, on constitue... Donc oui, finalement, vous faites des ateliers, vous en créez. J'imagine que vous vous greffez assez facilement en plus dans les différents actus des autres clubs. Je pense notamment au Club de la Presse, où on va sûrement se croiser à la soirée de sortie de l'annuaire. Peut-être ou peut-être pas. Il y en a d'autres. Oui, bien entendu. Oui, enfin pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Ok. Bah, écoutez, je vous engage en tout cas pour vous qui nous écoutez, si vous voulez connaître les actualités du club, de l'association, vous le trouverez sur le site compublicmed.fr, compbliqmed.fr. Donc il y a tout dedans, le site est assez complet, vous pouvez même adhérer directement en ligne, en tout cas il y a un onglet pour ça. N'hésitez pas. Et la page Facebook. Et surtout la page Facebook pour l'actu, évidemment. C'est les la meilleure événements, façon les ateliers, etc. Ok. On va en profiter, vu que le temps passe et je sais que vous êtes assez pris, que vous devez partir. On enregistre cette émission entre midi et 2, et comme ce sont des communicants publics, évidemment à 14h, il faut être rentré dans sa collectivité. Donc 2 petites actualités qu'on va rapidement survoler, parce qu'en plus on en rediscutera ce soir. Alors la première, un petit peu moins, et c'est plus pour avoir votre avis. J'imagine que vous êtes l'un et l'autre, même si, comme vous l'avez dit, on est un petit peu des anciens, mais vous êtes sur des réseaux sociaux. Quels sont les réseaux sociaux pour vous qui sont les plus importants sur cette année 2023 ? Et quand je dis ça pour vous, je parle plutôt au communicant qui est en vous, plutôt que, évidemment, à l'homme et la femme. Quels sont ces réseaux ou les réseaux que vous utilisez le plus et qui, selon vous, seront les plus performants pour vous professionnellement ou pour vos collectivités en 2023 ? Ça va vraiment dépendre de la cible et des objectifs. Voilà, il peut y avoir des réseaux qui sont très efficaces sur une cible jeune, d'autres sur une cible professionnelle. Enfin, c'est vraiment variable. En tout cas, le conseil que je pourrais donner, ça ne sert à rien de multiplier les réseaux sociaux pour communiquer tous azimuts. Voilà, ça va être une déperdition d'énergie, ça ne sera pas forcément efficace. Donc voilà, ça revient à ce que je disais, ça dépend des objectifs et de la cible. Et en fonction de ça, on bâtit un petit peu des moyens outils. Également, puisque c'est vrai qu'il faut aussi adapter ce message. Le fait d'être présent sur plusieurs réseaux entraîne une certaine fainéantise, entre guillemets, ce qui fait qu'on a tendance à reproduire les textes qu'on peut pas... Enfin, on n'apporte rien de nouveau et on a l'impression qu'on communique bien parce qu'on met la même chose sur Facebook, Insta ou Twitter, ce qui est totalement faux. Il faut vraiment adapter en fonction des usages. Donc déjà, il faut apprendre en effet à les connaître, ces usages. Tester. Enfin, je sais que nous, on a beaucoup fonctionné comme ça dans les collectivités où j'étais et on le fait encore. On crée un compte, on teste, on voit si ça prend, on le teste pour nous d'abord au niveau personnel pour en comprendre les fonctionnements si on n'a pas la ressource en interne. Après on peut avoir des professionnels qui maîtrisent tout ça, mais c'est quand même pas non plus tout le temps le cas, même si le métier de community management augmente pas mal, mais enfin... Donc voilà, donc on se positionne de la sorte. Moi je vois en tout cas à l'heure actuelle en termes de tendance, en gros Facebook ça commence à être un réseau pour les quadras, donc c'est quand même moins usité. Quand on parle de ça à des jeunes, ils vous regardent en souriant en coin. Twitter, à mon sens, est en train de s'essouffler, sans doute une conséquence un peu des rachats, des parachats, des évolutions, des conditions d'utilisation, etc. J'ai l'impression que le réseau Twitter est quand même moins percutant qu'à une époque. Ils recherchent peut-être un nouveau souffle. Je pense, ouais. Et du coup, ils ont un peu de mal à se positionner. Alors du coup, comme c'était quand même beaucoup de réseaux pros, que ce soit la presse, le monde économique, etc., si derrière il y a une volonté de monter en puissance économique à travers Twitter et en monétarisation de certaines choses, je ne suis pas persuadé que ces gens-là restent sur ce réseau-là. Mais bon, admettons. On avait testé, nous, en tout cas, TikTok. Ça a été très franchement un four. C'était une de mes questions, mais... Ouais. On a testé pendant 3 mois, au moment d'une période de festivité, où on s'est dit peut-être que les jeunes adhéreront, etc. On s'est aperçu qu'il y a quand même un gap générationnel, où c'est quelquefois difficile de communiquer sur ces réseaux, de bien les employer, de bien communiquer, de bien formater le message dans les attentes d'eux, et donc du coup on a abandonné. Et à un moment donné aussi, ça dépend de la taille de la structure et des moyens qu'on peut y affecter. Donc, quand on a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, comme on a à l'heure actuelle dans ma collectivité, c'est déjà beaucoup de travail. Et je pense qu'on n'ira pas plus loin.
Pour l'instant, en tout cas. Alors juste, on parlait tout à l'heure des programmes donc de CPM, ça fait partie des projets d'atelier que l'on a. Si jamais un professionnel des réseaux sociaux, avec peut-être même des conseils sur l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux, tu parlais de TikTok tout à l'heure, TikTok c'est vrai qu'on y croit beaucoup pour les marques. Après, est-ce que les institutions ou certaines institutions sont prêtes pour ça ? Il faut voir que les réseaux sociaux comme tout vieillissent, c'est-à-dire que leur audience forcément vieillit, ils accompagnent un petit peu, ils grandissent en même temps finalement que leurs utilisateurs, mais il y en a beaucoup des réseaux sociaux en dehors de ceux que tu as cités, il y en a d'autres qui forcément peut-être sont un peu moins parlants. Je pensais à Twitch où on est plus là peut-être aussi pour écouter ou suivre des animations, TikTok qui a vraiment le vent dans le dos et qui peut-être amènera à revoir une certaine réflexion sur les années à venir. LinkedIn qui change aussi beaucoup. Ça, je pense que vous l'avez noté, c'est un réseau social que vous devez utiliser. Il reprend un petit peu des codes qui étaient plutôt ceux d'Insta avant. Il les intègre et ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, c'est un des réseaux, nous, pour nos clients, qui fonctionne aussi le mieux ou sur lequel on met le plus d'efforts en ce moment. Et sinon, aussi Discord, mais peut-être que là, on est sur du réseau social plus jeune, plus digital, avec effectivement, je pense que dans certaines institutions, on n'est peut-être pas encore prêt pour ces nouveaux outils. Ou si on l'est, c'est vrai que c'est des moyens peut-être un peu plus importants. Plutôt des grosses collectivités quand même. J'allais presque dire, mais là, c'est mon côté ancien qui parle peut-être. C'est aussi une question philosophique. C'est qu'à un moment donné, la com publique, c'est aussi la communication de la parole publique et des institutions. Est-ce qu'on doit être sur tous les supports sans porter de jugement? J'ai quelques élus que j'ai pu suivre, et même aux plus hautes instances, qui font parfois des apparitions sur les réseaux sociaux dits jeunes pour redorer un peu leur blason. Franchement, je ne suis pas persuadé que ça soit très efficace. On n'est pas obligé de danser sur TikTok. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, à un moment donné, peut-être pour l'image, oui, en effet, on sait que tel nom correspond à telle personne, parce qu'on l'a vu physiquement, alors qu'on ne regarde pas les infos ou ce genre de médias traditionnels. Maintenant, c'est toujours un petit peu c'est toute cette difficulté qu'on a d'articuler aussi. TikTok, je vois ça à travers mes enfants. J'ai appris très récemment que ça avait relancé Ralph Lauren. Parce qu'en fait, Ralph Lauren, ma gamine de 13 ans est arrivée en nous disant j'adore Ralph Lauren, je veux du Ralph Lauren. Et quand on l'a interrogé, en fait, on s'est aperçu de ça. Et puis, on a eu la chance d'être dans une boutique de Ralph Lauren sur la Côte d'Azur, il y a peu de temps. Et la femme nous a confirmé, en effet, qu'il y avait un phénomène avec énormément de jeunes qui venaient dans sa boutique. Et elle ne comprenait pas pourquoi au début. Et en posant les questions, elle s'est aperçue que TikTok avait relancé le goût pour cette marque sur de jeunes publics. Il n'a pas baissé sur les anciens, ou en tout cas, comme toute vie de marque, j'imagine. Mais en tout cas, sur de jeunes publics, ça avait un impact. Donc oui, en effet, je pense que ça peut servir à beaucoup de choses. Maintenant, voilà, je suis plus réservé sur la parole publique, mais j'avais déjà vu avec M. Coffino, déjà à l'époque, un peu ce discours-là. Mais... Faut faire attention aux effets de mode, en fait. L'élu qui va vouloir absolument communiquer sur TikTok parce qu'il voit que ça marche bien auprès des jeunes, mais ça ne sera pas forcément adapté au message et à l'objectif. Je reviens encore à ça, c'est les fondamentaux de la communication. Tout à fait. Après, c'est vrai que vous êtes les premiers conseillers de vos élus la plupart du temps, et c'est à vous peut-être de pousser ou pas peut-être un réseau social avec toutes les contraintes que ça peut générer, de lancer une nouvelle communauté. On sait que ça prend énormément de temps. Voilà, le calcul, il doit être fait un peu avant en termes de ROI ou simplement de temps disponible ou temps de cerveau disponible du communicant dans sa petite collectivité publique aussi. Juste, je voudrais rajouter aussi peut-être l'aspect éthique. Alors, on peut se dire, par exemple, TikTok, pour les jeunes, c'est bien. Bon, moi, j'oublie pas que derrière, c'est quand même les Chinois et qu'au niveau de grandes instances administratives et au gouvernement, ils ont quand même demandé de désactiver TikTok pour des raisons d'espionnage. Voilà. Donc, on sait Twitter, pas où partent les données. Twitter qui a licencié toutes ses équipes de modération et qui commence à devenir un peu un terrain de haters. Moi, je m'interroge quand même. Il faut regarder quand même l'efficacité et quand même aussi la dimension éthique en tant que communicant public. On ne peut pas non plus complètement éluder ces aspects-là. Tout à fait. Complètement. Eh bien, écoutez, ça sera l'occasion de refaire le point en 2024 pour voir si on a ciblé les bons ou pas, ou si de nouveaux sont arrivés. Rendez-vous est pris l'an prochain, donc. Tout à fait. Peut-être dernière actu, mais là, je sais que c'est un petit peu plus complexe. Donc Meta, le nouveau nom de Facebook, qui abandonne les NFT et leur création sur Instagram. Alors, pour quelle raison ? Alors, c'est tout récent, c'est une actu qui date d'une dizaine de jours.
Alors c'est pareil, hein, vous parliez de TikTok qui est dans l'incertitude vis-à-vis de ses données, vu que c'est un réseau social chinois. Twitter qui est en train de se réinventer avec ce qui se passe au niveau de ses équipes et du rachat par Elon Musk. Meta, c'est un petit peu différent. Meta, dans le sens où, on l'a vu, hein, Facebook, comme tu le disais, vieillit. Mark Zuckerberg est parti dans une optique de développer énormément le métaverse, d'où son nom. Le métavers, on sent bien qu'on n'y est pas encore tout à fait. On sent que ça bouge. Mais ça bouge pas beaucoup plus que ça. En tout cas, ils ont englobé des milliards et des milliards de dollars pour l'instant en développement. Ça n'est pas encore là. J'imagine qu'ils savent aussi ce qu'ils font, donc ça risque d'arriver. C'est déjà en place. Hein. Il y a certaines entreprises qui se mettent aussi là-dedans. Mais en tout cas, et cette actu en particulier, c'est plus sur les NFT, donc les tokens non fongibles. Ils sont abandonnés, ou en tout cas leur développement est abandonné sur Insta en particulier. Et alors peut-être pour... cet article sera mis en ligne, hein, notamment sur le bas du podcast, parce que finalement, il est peut-être un peu plus technique. Leur abandon, finalement, et c'est un petit peu le sens du message que je voulais voir avec vous, c'est finalement pas que les NFT ne sont plus forcément intéressants ou sont un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler un hiver, hein, ou un hiver de crypto. C'est plus le fait que, on a tous l'impression que Facebook a un petit peu moins de sous, et en tout cas va privilégier peut-être d'autres développements pour l'instant, et que les NFT passent peut-être plus en première position pour eux. Voilà, je sens que ça inspire peu, mais cela dit, il n'y a pas forcément beaucoup d'infos ou d'avis, mais si vous en avez un, je serais on ravi compte d'entendre. beaucoup sur l'intervention de tes équipes ce soir pour nous éclairer là-dessus. Moi, je t'avouerai que Metaverse, je vois, comme tout à chacun, les pubs à la télé, j'ai pu lire quelques articles, ça me paraît être un concept, certes un concept qui représente plusieurs milliards, si j'ai bien compris à l'heure actuelle. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner derrière. J'ai un peu de mal, on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle, en ce moment c'est et si on faisait faire le discours du maire en utilisant ChatGPT ou OpenAI, on va essayer de lui faire une créa, ça nous évitera de passer par une agence. Hein. Oui, c'est aussi une problématique. Mais je trouve que ça, en dehors même que des personnes puissent imaginer tous ces systèmes-là, pourquoi pas, ça fait partie c'est logique, d'une forme de progrès. Maintenant, comme tout progrès, il faut que ça soit encadré, réfléchi, mesuré. En termes de métier, et là c'est un réflexe un peu plus protecteur, je me dis que finalement, je ne sais pas si c'est pertinent à un moment donné, je trouve que déjà, ne serait-ce que l'existence de banques d'images, de banques de vidéos, de banques de plein de choses qui ont certes permis à des créatifs de se faire un peu d'argent en étant référencés sur des Pixabay ou tout ce qu'on peut imaginer, Shutterstock et compagnie. Je m'aperçois que finalement ça entraîne plutôt une baisse de la créativité où on peut se retrouver avec le même visuel que le voisin d'à côté ou que la boucherie du coin. Donc je ne suis pas persuadé ça non plus que ça soit très et puis ces banques de données n'ont pas fait disparaître les photographes non plus, hein, ou ni les créatifs. Non, bien sûr, mais je sais pas. À un moment donné, je trouve, là aussi c'était 2006, hein, quand on parlait de la création de l'association, il y avait aussi une forme de combat, c'était la reconnaissance des métiers de la communication. On n'est pas uniquement celui qui serre la main, qui passe la main dans l'eau, qui boit un coup au cocktail, ou qui a un bon réseau et qui est capable de vendre tout à n'importe qui. Surtout pas, voilà. Et c'était toute la difficulté aussi de changer dans la tête parfois de nos liens hiérarchiques administratifs, de nos élus ou du kidam, que la com, c'est pas uniquement essayer de vendre du vent à certains, que derrière ce sont des messages construits, que bien souvent on accompagne des politiques publiques, donc des décisions publiques, et qu'on est là pour décrire finalement un univers, alors qui peut peut-être paraître de plus en plus aléatoire ou j'en sais rien, qui s'éloigne de la réalité, mais un univers de lien social, de cohésion, et alors c'est pas tarte à la crème, mais d'un vivre ensemble, quoi. Et donc du coup, après, selon les outils qu'on utilise, je trouve qu'on peut diluer à la fois le message, et si les communicants ne sont pas réputés comme tels non plus, je sais pas. Enfin voilà, ça me gêne plus sur ce qui est progrès est toujours intéressant, mais
avec réflexion et mesure peut-être parfois. Finalement, tu m'as un peu volé la conclusion, mais ça tombe très bien, vu que ce qu'on voulait dire en fait par rapport à cet article, notamment sur les NFT et les métaverses et leur abandon, c'est peut-être aussi lié à l'arrivée assourdissante un petit peu de l'intelligence artificielle, qui finalement aujourd'hui, en termes de bruit ou de com, laisse peu de place à d'autres sujets. Donc peut-être qu'on en parle un peu moins, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement abandonnés, mais effectivement aujourd'hui, je crois que toutes les équipes de dev mettent l'accent sur d'autres sujets qui amènent en tout cas de grosses réflexions en ce moment, l'intelligence artificielle, ChatGPT en particulier, qui sera aussi à l'ordre du jour de notre réunion de ce soir. Merci Vincent, merci Gaël. Merci Benoît. Nous sommes à quelques minutes de la deadline, donc on finit pile poil ce podcast. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. On est très heureux de vous avoir à l'agence ce soir, les communicants publics Méditerranée. Au plaisir d'en refaire une prochaine, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Et à très bientôt. À très bientôt. À ce soir. À ce soir, oui.